Bon, j'ai plusieurs casquettes, je m'occupe de parapsychologie, d'histoire des religions, mais je m'intéresse aussi à la crise écologique. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « La politique de l'oxymore ». Ce livre est un livre extrêmement pessimiste. Je décris la chute pratiquement inéluctable de la société, les dégâts irrémédiables que ça va faire sur la biosphère. Je soutiens la thèse que toute société va jusqu'au bout d'elle-même et que la nôtre va aller jusqu'au bout de sa tendance, comme elle a les moyens les plus considérables de toutes les sociétés ayant existé, elle ira jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Et donc, même s'il y a des contre-tendances qui vont ralentir cette situation, au mieux, il y aura une casse terrible. Au mieux. Et ce livre a parfois été critiqué pour son pessimisme. C'était pour moi une sorte de pessimisme méthodique. Quand la survie de l'humanité est en jeu, eh bien, il faut tout envisager. J'ai éprouvé le besoin, à un moment donné, de faire autre chose. C'est-à-dire d'abord de ne plus écrire sous forme d'argument, de risquer une fiction. Et j'ai voulu soutenir un point de vue, enfin, avec des guillemets, optimiste. Et c'est ça l'histoire du portail. Alors maintenant, comment l'idée précise m'est venue, c'est assez curieux. Quelques jours après l'élection de Sarkozy, à ce moment-là, les médias retentissaient du voyage extraordinaire que était en train de faire Sarkozy, qui était invité sur le yacht du milliardaire breton Bolloré. Et donc il est rentré en hélicoptère spécial, nimbé de gloire, de ce contact avec les puissances de l'argent. Et j'ai eu un flash comme ça. J'ai imaginé qu'en fait, il avait été l'hôte de l'homme le plus riche du monde, mais qui s'était fait rouler dans la farine. Et qu'il était victime d'une machination sans précédent historique. Voilà. Et j'ai discuté de ça avec des amis, et c'était devenu un sujet de plaisanterie, en fait. On se racontait les histoires de Guillaume Portail. Dans mon esprit, Guillaume Portail était devenu la figure du rédempteur moderne, une sorte de puissance vengeresse. Bien plus tard m'est venue l'idée d'en faire d'essayer de l'écrire, cette histoire. J'ai commencé à l'écrire. J'avais un problème, c'est que l'histoire avait été écrite pour Sarkozy. Au fur et à mesure que je voyais qu'il y avait très peu de chances que Sarkozy revienne en politique, ça me décourageait d'entreprendre l'histoire. Et puis quand même, il y a eu un moment où Sarkozy a semblé peut-être pouvoir revenir, quand il a essayé de reprendre la main des Républicains, etc. Alors ça m'a encouragé et je me suis jeté à l'eau. Donc j'avais en fait, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, à peu près tout le scénario dans la tête. J'ai vu vraiment se développer les personnages. Par exemple, comment mon personnage principal, Guillaume Portail, comment je l'ai imaginé. J'ai traduit, je veux dire, en français, Bill Gates, ça fait Guillaume Portail. Alors après, j'ai imaginé donc, il me fallait un Bill Gates français, enfin d'origine française, parce que toute l'histoire que je vais raconter est crédible, que s'il y a une sorte de biotope intellectuel et culturel qui fait qu'à un moment donné, il fait ce qu'il fait. J'imagine pas le vrai Bill Gates faire ça. Tandis que Guillaume Portail est certes américain depuis quelques générations, mais il s'appelle Guillaume Portail de Kervasdoué, il est d'origine française, bretonne. Cette famille a gardé ses armoiries, sa tradition, le français. Les gamins sont envoyés ils vont faire leurs études en France, à la Sorbonne, depuis des générations. Ils ont comme caractéristique de mépriser l'argent. Il est complètement discordant par la voie des ancêtres, puisqu'ayant inventé Microsoft, il est devenu l'homme le plus riche du monde. Le destin lui a envoyé une fille qui est une véritable rebelle, qui fait ses études en France, à la Sorbonne, mais qui abandonne ses études très rapidement parce que ça l'emmerde, et qui rejoint Notre-Dame-des-Landes, et qui devient l'égérie de Notre-Dame-des-Landes. Mais on ne sait pas que c'est la fille de Guillaume Portail. Elle est sous un autre nom. Le nom d'emprunt, c'est Marie Vonnion. Et Marie Vonnion, donc, n'arrête pas de travailler son père en lui disant « c'est bien joli tout l'argent que tu donnes sur toute la planète ». Dans mon récit, Guillaume Portail, il agit comme Bill Gates, c'est-à-dire au moment où commence l'histoire, il distribue de l'argent sur toute la planète, il a tout un tas de fondations, etc. etc. Dans l'idée de lubrifier les engrenages du système, tel que le vrai Bill Gates. Et sa fille n'arrête pas de lui dire « mais c'est pas ça qu'il faut faire, il ne faut pas mettre son argent au service de l'ordre établi, mais il faut mettre son argent au service d'une rupture ». Il entend bien sa fille, il sait qu'elle est très intelligente, mais il n'arrive pas à se défaire encore de
ce carcan. Il vient en France voir sa fille, incognito bien entendu, à Notre-Dame-des-Landes, qui dans le récit s'appelle Notre-Dame des Bruyères. Il va à Paris pour assister à une séance de voyance à l'Institut parapsychique. Société savante, bientôt centenaire, qui fait des expériences de voyance. Et il est venu de façon tout à fait anonyme, et parce qu'il espère obtenir des informations sur un rêve qui le hante depuis sa jeunesse, qui semble impliqué dans des événements collectifs dans lesquels il périra assassiné. Et donc il vient à l'Institut dans l'espoir que le voyant va décrypter son rêve. Et en réalité, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Le voyant, effectivement, il se passe quelque chose, entre dans la salle. Alors il faut que je précise dans quel... En fait, j'ai repris des séances qui ont été faites dans les années 30 avec un voyant qui s'appelait Pascal Fortuny, qui avait comme particularité que lorsqu'on le lâchait dans un groupe de gens, il y avait une sorte de canal qui s'ouvrait avec une personne et d'un seul coup, il se mettait à lui dire son passé et parfois son avenir. C'est ce qui se passe ce jour-là. Le voyant, d'un seul coup, dit « Mais il y a quelqu'un ici dans la salle pour qui va le mot « porte ». Alors, il s'approche de Guillaume Portail et il lui dit « Mais vous êtes plus qu'une porte, vous êtes un portail. Vous ouvrez sur quelque chose, mais sur quoi ouvrez-vous » Alors, il faut préciser que dans le contrat qui a été passé avec les gens qui sont invités à la séance, les gens sont inscrits sous un numéro d'ordre, on ne connaît pas leur identité réelle et ils ont comme consigne très précise de ne jamais répondre aux voyants, de laisser parler. Donc, à la fin, il y a un briefing, un débriefing. Et puis, à ce moment-là, Guillaume Portail tend sa carte au président de l'Institut métapsychique, qui a une syncope, quand il découvre l'identité de l'invité. Et on se penche sur son cas. Mais bref, on n'arrive pas à approfondir l'histoire. Sauf qu'il a été accroché par le voyant d'une façon très spectaculaire à cause de la signification de son nom. À aucun moment, le voyant n'a dit qu'il s'appelait Portail. Pour lui, il dit « vous êtes un portail, vous êtes comme une porte », c'est-à-dire qu'il prend le nom pour entrer dans son drame en quelque sorte existentiel. Vous ouvrez sur quelque chose, mais vous ne savez pas sur quoi. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Alors il est très ébranlé par cette histoire, et peu de temps après, il va à Davos, où il est invité pour faire la conférence introductrice. Il est attendu comme le Messie, mais ça se passe très mal parce qu'il a une altercation dès le début de son exposé avec Donald Trump, qui vient juste d'être élu. Et ils en viennent presque aux mains, il faut les séparer. Donald Trump ne supporte pas que l'homme le plus riche du monde donne une partie de sa fortune à des fondations humanitaires. Ça l'insupporte au plus haut point, il lui dit « vous feriez mieux de donner votre argent à l'armée américaine ». Ils en viennent aux mains, on les sépare. À la suite de ça, Guillaume Portail a une longue conversation avec un économiste très connu, Thomas Piketty, et puis un certain Lepape, Serge Lepape, qui est le grand théoricien de la détumescence. C'est le nom que dans mon roman porte le courant de la décroissance. La conversation dure toute la nuit. Et le théoricien, sent qu'il a affaire à quelqu'un qui en fait mécontent de ce qu'il fait, il sait que c'est Guillaume Portail, bien entendu, avec qui il parle, mais il sent qu'il vacille sur ses basques, et il pousse l'avantage, il le pousse dans les cordes. Et à la fin, il craque. Il finit par reconnaître qu'il est échec et mat, et il reconnaît que, eh bien, il a organisé toute sa vie et toute son activité sur une fausse voie. Il rentre dans sa chambre d'hôtel bouleversé, et là, il connaît son chemin de Davos, quoi. C'est-à-dire une sorte de conversion brutale, un choc psychique, une sorte de tempête mystique qui s'empare de lui. Et il pleure, et il décide de changer de vie complètement. Donc il quitte le lendemain matin Davos, et c'est plus le même homme. Et donc il va consacrer à partir de cet instant toute son immense fortune à abattre le système capitaliste qui l'a nourri. À partir de ce moment-là, tout son génie logistique, il va le mettre au service de la cause. Il va organiser une sorte de colloque secret dans les montagnes rocheuses, dans un ranch qu'il possède, où il fait venir des théoriciens de la décroissance, essentiellement des Français, qui ont été filtrés par Serge Lepape, celui qui l'a poussé dans les cordes. Il leur dit, écoutez, je
Je dois vous l'avouer, j'ai le sentiment d'avoir fait une fausse piste, une fausse route, de m'être trompé de vie. J'ai des moyens considérables, je vais les mettre à votre disposition si vous arrivez à me convaincre de ce qu'il faut faire. Expliquez-moi la situation de la planète et dites-moi ce qu'il faudrait faire. Et c'est là qu'ils vont mettre au point une entreprise complètement dingue qui consiste à s'emparer par la force de l'argent de points clés de la vie économique française pour faire s'effondrer le système, notamment de l'agro-industrie en France. Et donc Guillaume Portail va faire savoir par un simple tweet, qu'il vient en France s'installer avec toute sa fortune, parce qu'il ne se sent plus en sécurité aux États-Unis, depuis l'élection de Donald Trump, et les relations tendues qu'il a avec lui. Et d'autre part, parce que il décide de retourner à la patrie de ses ancêtres, puisqu'après tout, il s'appelle le Portail de Kervasdoué. À ce moment-là, l'élection présidentielle est en cours. L'élection qui va aboutir à l'élection de Désiré Macrot. Lorsqu'il fait savoir qu'il retourne en France avec toutes ses fondations, il crée un véritable tumulte, et c'est le coup de pouce décisif qui permet l'élection de Désiré Macrot. Quant à Désiré Macrot, lui, il est complètement tétanisé, puisque depuis presque l'école primaire, il a dans sa chambre le portrait de Guillaume Portail, qui est son dieu en quelque sorte. Donc, il va manifester une paralysie totale devant toutes les entreprises de Guillaume Portail, puisqu'il ne peut pas contrer son propre dieu. Voilà, c'est ça l'histoire. Et pourtant, il va être trompé par son dieu. Alors, il faut préciser encore une chose. Portail, dans les discussions qui ont eu lieu dans le Wyoming avec le groupe des Tumescents français, à un moment donné, il prend la parole parce que la question est de savoir jusqu'où on peut aller dans le combat entre la légitimité et la légalité. En fait, jusqu'où la fin justifie les moyens? La question est simplement jusqu'où la fin justifie les moyens. Portail dit, mais ça me paraît être une façon très française de poser la question. Moi, j'estime que quand on veut la fin, on se donne les moyens, sinon on se raconte une histoire.